d'après la Cour des comptes, il y a en Israël 600 000 appartements qui ne sont pas construits suivant les normes sismiques. Vérifiez si votre appartement en fait partie et si vous serez dédommagé en cas de problème. Et nous avons le plaisir tout de suite d'accueillir Daniel Guggenheim. Bonjour Daniel. Bonjour. On commence avec donc pour cette revue de la presse économique avec une nouvelle importante qui a passionné les Israéliens, qui a angoissé les Israéliens. Israël face aux catastrophes naturelles avec le tremblement de terre qui a eu lieu en Turquie. Oui, en Turquie, en Syrie, et cette semaine, même en Israël, ça a été ressenti, même à Jérusalem cette semaine, et donc c'est un vrai problème. La question que tout le monde se pose sur le bout des lèvres, comme ça on dit, et nous, est-ce qu'on est prêt à un tel tremblement de terre ? Et qu'est-ce qu'il y a aussi au niveau des indemnisations? En plus de ça, cette semaine, on a aussi la tempête Barbara, et donc tout se mêle en même temps. On va essayer, donc, comme d'habitude, d'essayer de montrer les points les plus importants. Alors, d'abord, en ce qui concerne les tremblements de terre. En Israël, d'après ce que la presse financière dit et les rapports officiels, il y aurait à peu près 2000 immeubles, ce qui représenterait même plus de 30 000 appartements, qui sont dans des endroits en Israël où il peut y avoir un problème de tremblement de terre. Bah oui, il faut rappeler, ceux qui nous écoutent, qu'Israël est sur la faille africaine, et donc on est sujet à nous aussi connaître des tremblements de terre. Tout à fait. Et il y a des endroits en Israël qui sont plus dangereux que d'autres. Et quels endroits par exemple, dans le nord, c'est arrivé cette semaine. C'est même arrivé autour de Shrem, autour de Jérusalem. C'est aussi arrivé. Il y a effectivement des endroits qui sont... il y a eu même, j'étais étonné, en vérité, déjà 30 petites secousses en Israël depuis le début de l'année, dont 2 dont on a parlé... c'était cette semaine que j'ai vu ça au milieu de la semaine. Donc, c'est quelque chose qui existe. Et donc, il s'agit à peu près d'appartements qui sont dangereux. Pourquoi ? Parce qu'avant les années 80, quand on a construit des appartements, on n'avait pas de la façon de le faire, ce qu'on appelle en hébreu teken, c'est-à-dire... on n'avait pas d'obligation technique. Voilà, technique, exactement. De construire en respectant les normes sismiques. Les normes, voilà, c'est ça. Les normes, j'ai trouvé le mot, les normes qu'il fallait, on parle de normes européennes et autres, et donc beaucoup d'appartements qui ont été faits avant les années 80 sont problématiques et vraiment des endroits dont on vient de parler, dangereux. Et sur ces 30 000, il y a en vérité, d'après le ministère des Comptes, en tout, dans tout Israël, 80 000 immeubles qui représentent 600 000 appartements qui doivent être raffermis. Maintenant, tout le monde a entendu, je pense, dans nos auditeurs, ou beaucoup en tout cas, ce qu'on appelle Tama 38. Bien sûr. Qui est une aide que l'État fait aux promoteurs en disant « Nous, on va te permettre de construire plus haut, de construire plus, pour que tu puisses faire mieux les fondations et on n'a plus de problème. » C'est-à-dire que l'État MA 38, en général, c'est pour avoir au moins un miklat dans l'appartement. Voilà, c'est ce qu'ils rajoutent. Est-ce qu'ils doivent aussi construire avec les normes antisismiques ? Non, mais c'était aussi pour les normes antisismiques. Okay. C'était aussi le miklat, c'est qu'une des choses. C'était surtout pour les normes antisismiques que ça avait été fait. Et donc, il y a donc, à ce moment-là, une grande partie peut être résolue comme ça. Alors, pour que ça reste tellement d'appartements problématiques. Parce que il y a beaucoup d'endroits, justement, qu'on a cités, qui à côté des endroits où il peut y avoir un tremblement de terre, où c'est pas intéressant pour les promoteurs d'investir, parce que ça coûte beaucoup moins cher. Ouais, c'est toujours une question d'argent. C'est toujours une question d'argent. Alors, est-ce que, par hasard, si jamais il y a une catastrophe, si des immeubles sont touchés, est-ce que les habitants sont protégés ou pas du tout ? Alors, point de vue indemnisation, je dis, et ça c'est très important, d'ailleurs aussi pour les catastrophes naturelles, il faut que tout le monde qui est propriétaire d'un appartement fasse un bitoire, être assuré son appartement. Absolument, c'est très très important parce que il peut y avoir des catastrophes naturelles de façon générale et il y a des gens qui du jour au lendemain, s'ils sont pas assurés, ils perdent tout. Et ils ne seront pas indemnisés. Donc il faut prendre une assurance particulière contre les catastrophes naturelles. Alors, 2 choses. D'abord, être assuré. Ça veut dire être assuré pour tous les dangers de feu d'eau, par exemple pour Barbara et autres. Mais aussi
Pour ce qui concerne, alors, les tremblements de terre, il y a deux choses. Moi, personnellement, je le fais pas parce qu'on n'est pas tellement bien indemnisé. Et il y a ce qu'on appelle en hébreu, ishtatut latmi, ça veut dire qu'on demande à ce que il y a une grande franchise, c'est le mot, pour les assurer. Et donc, c'est très cher. C'est très cher. Et donc, mais en plus de ça, j'ai vu, et ça, c'est très problématique, ils ne rembourseront que si les gens, dans l'année, refont entièrement leur appartement. C'est-à-dire, c'est quelque chose que la presse financière a souligné cette semaine, et c'est problématique. Sinon, on n'a que 60%. Je ne sais pas si pour les tremblements de terre d'assurer, mais ce que je veux dire, et c'est pour ça que je parle des catastrophes générales des catastrophes naturelles, tout le monde qui a un appartement, assurez-vous. De toute façon, assurez-vous. Pour être protégé contre les catastrophes naturelles. Bon, les tremblements de terre, il faut peut-être vérifier si on est sujet à avoir un appartement problématique en fonction de son endroit. Mais ok, bon, alors ça, c'est noté. Alors Daniel, il y a eu une nouvelle cette semaine qui pourrait passer comme ça à peu près inaperçue, sauf que vu les gens qui sont concernés, ça risque de faire peut-être un petit scandale politique. Je parle de l'hôtel Notre-Dame, qui n'a pas payé la Arnona à la ville de Jérusalem depuis des années. Tout à fait. Et elle doit à la ville de Jérusalem 5 millions de dollars. Alors, beaucoup de gens qui habitent Jérusalem... C'est énorme. Et beaucoup de gens qui habitent Jérusalem, que ce soit des particuliers ou des indépendants ou des entreprises ou qui ont des hôtels, qui payent tellement cher la Arnona, pourraient s'étonner qu'une telle dette ait pu être accumulée sans que la ville de Jérusalem n'ait rien fait. Et c'est ça, sans que l'hôtel soit inquiété. Donc j'imagine que ça a dû faire des jaloux. Voilà, exactement. Et donc, il y a un groupe d'hommes d'affaires à Jérusalem qui a menacé la ville de Jérusalem d'aller ce qu'on appelle au Bagat, c'est-à-dire à la Cour suprême en Israël, en disant, en voulant obliger la ville de Jérusalem à saisir le compte bancaire de cet hôtel, comme elle le ferait pour n'importe quel hôtel ou n'importe quelle maison qu'elle le fait en Israël. Et sinon quoi, ils ont menacé d'y aller. Et donc la Cour suprême aurait sûrement donné un ordre à Jérusalem de faire. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? La ville de Jérusalem a annoncé cette semaine qu'elle a fait une saisine, mais vraiment elle l'a fait. Elle a bloqué le compte de donc cet hôtel Notre-Dame, qui appartient au Vatican. Et donc, c'est une affaire diplomatique. Parce que ça va, en vérité, pourquoi ça n'a pas été fait jusqu'avant? Parce que se fâcher avec le Vatican, c'est pas comme se fâcher avec Daniel Guggenheim. Ça, c'est sûr. Et donc, on connaît. Et je voudrais dire d'ailleurs que j'ai vu dans la presse, et je vois souvent des Olim qui ont ces problèmes, qu'on leur saisit leur compte, qu'on leur bloque leur compte de Arnona, et des fois, en disant, nous, on n'a pas été prévenus, et nous, on pensait justement avoir payé, c'est apparemment quelqu'un d'autre des fois, c'est des gens à 4, et un des 4 n'a pas payé, ils bloquent pour tout le monde. Et donc, effectivement, c'est un problème de faire de faire une sélection entre les gens habituels et le Vatican. Ouais, les pauvres gens comme nous, voilà, et le Vatican, c'est pas tellement juste, pour ceux qui doivent payer l'Arnona tous les mois. Une dernière chose que je voudrais ajouter à ce sujet. On en est où aujourd'hui? D'abord, on en est on ne sait pas, c'est-à-dire c'est une crise diplomatique, le Vatican est en colère et je ne sais pas comment ça va se terminer. Pour l'instant, le compte est saisi. Le compte est saisi, c'est-à-dire que l'hôtel ne peut plus utiliser son compte. Exactement. Il est bloqué. Il est bloqué. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce que je voudrais dire, c'est la chose suivante, c'est que ce problème de Arnona et d'impôt foncier est un problème beaucoup plus vaste qu'on pourrait penser. En Israël, à cause de ça, il y a des villes où il n'y a pas d'appartements qui sont construits. Pourquoi? Parce que les maires ne sont pas intéressés à ce qu'il y ait trop d'habitations qui payent moins de Arnona, de impôt foncier, que les entreprises. Oui, parce que pour les entreprises, l'Arnona, c'est plus cher. Beaucoup plus cher. Et donc, c'est pour ça, vous entendez, c'est une des raisons de la crise immobilière qu'on connaît en Israël, surtout dans les endroits qui sont demandés. Et je pense, et je sais que le gouvernement, souvent, quel qu'il soit, pense à une solution. À mon avis, la solution, ça serait, comme ça a été au moment du Covid, que le ministère de l'Intérieur intervienne beaucoup plus, c'est-à-dire aide beaucoup plus les villes qui ont besoin d'être financées pour que justement, ils acceptent qu'il y ait beaucoup plus d'habitations chez eux. Je crois que de plus en plus, on ira à ça. Voilà, pour construire plus d'appartements et arrêter de courir derrière les grosses entreprises qui vont payer cher la taxe locale, la taxe foncière. Voilà. Bon, en tout cas, nous, on attend le dénouement
dénouement, vous nous raconterez qu'est-ce qui s'est passé, si on a frôlé le scandale diplomatique ou pas. Alors, on continue avec le non-respect de la procédure de recouvrement de créances par les banques israéliennes. Je crois que les banques se sont fait taper sur les doigts. Oui. Tout à fait. La supervision de la Banque d'Israël, il y a là-bas un département qui est chargé de contrôler les banques. On appelle en hébreu Pikuach ala bankim. Il fait des enquêtes, des fois lui-même, et des fois il reçoit des plaintes. Et le sujet dont il fait une déclaration à la presse est la chose suivante. C'est que, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont des découverts à la banque, qui ont des dettes et qui n'arrivent plus à payer. Et la banque, assez facilement d'ailleurs, dans une procédure, met la procédure au niveau judiciaire, ils ont des avocats pour ça, et font un procédé de recouvrement des créances. Exact. En Israël, ça s'appelle Hotza'a Lapoal. Pour celui qui a reçu cette Hotza'a Lapoal, c'est très très embêtant, c'est comme s'il arrive pour Notre-Dame, c'est que il peut plus utiliser pratiquement ses comptes. Et donc, ça le bloque énormément. Et aussi, bien entendu, ça lui enlève sa note. Tout Israélien est noté pour son crédit, et ça peut même, beaucoup plus tard, lui faire encore des problèmes pour avoir un autre crédit. Et alors, qu'est-ce qui se passait? C'est que les clients, voyant ce qui est arrivé, sont allés à la banque, et pour beaucoup d'entre eux, arrivaient à ce qu'on appelle, à faire un accord avec la banque, en disant, je vais vous payer en temps de mois. On signe un accord ensemble, la plupart où c'est même verbal, voilà. On décide que maintenant, par mois, je te payerai tant, puisque la banque, maintenant, est assurée qu'il sera payé, j'accepte. Et donc, normalement, la chose qu'il devrait faire la banque, c'est de prévenir la Hotza'a Lapoal que ce monsieur-là, j'ai plus de problème avec lui, puisque je suis arrivé à un accord. Voire plus que ça. Si quelqu'un devait 50 000 shekels, maintenant il n'en doit plus que 20 000 shekels, immédiatement, il y a des lois qui concernent aussi les banques, doivent avertir la Hotza'a Lapoal qu'au lieu d'avoir 50 000 shekels pour lequel il est saisi, la dette n'est plus que de 20 000 shekels. Et les banques ne le faisaient pas. Et les banques ne prévenaient pas la Hotza'a Lapoal. Et donc, c'est très grave. Ils ont été, les banques, il s'agit de Leumi, Discount et Mizrahi, ont été chacun condamnés entre 700 000 shekels et 1 million de shekels. Même plus. C'est des grosses amendes. Eux, quelle était leur défense? En disant, oui, mais chez nous, c'était marqué. Mais attendez, c'est pas suffisant. Faut que ça soit marqué. Et oui, parce que ça a eu des conséquences sur les clients. Oui, oui. Et donc, c'est bien de voir ça, que ça se passe. Bien, on a peur. J'espère en tout cas qu'ils payeront d'eux-mêmes de leur poche et qu'ils ne font pas ça en augmentant le tarif ou les intérêts que doivent payer les clients. Mais c'est bien que la Banque d'Israël ait fait cette enquête et bien sûr, comme j'ai dit, à la suite de plaintes ou à la suite même de choses qu'elle a elle-même découvertes. Bon, alors c'est plutôt sympa pour nous. C'est bien de savoir que la Banque d'Israël finalement veille sur nous. Alors, vous êtes bien sûr dans le cadre de votre bénévolat au sein de Qualita très souvent en rapport avec des nouveaux immigrants que vous aidez à faire face à leurs difficultés financières, bancaires, etc. Parfois, vous les accompagnez pour régler leurs problèmes et pour être un interlocuteur privilégié avec les banques. Cette semaine, vous avez été contacté par une nouvelle immigrante qui s'est retrouvée avec un énorme découvert alors que pour elle, elle était tout à fait en règle. Que s'est-il passé ? Oui, effectivement, je collabore à Qualita bénévolement, c'est très important de dire pour tous les gens qui auraient besoin, par le Centre des droits qui est dirigé par Ayala Bloom et aussi à Qualita qui est dirigé par Sarah Simcha et donc on peut par ces moyens-là me contacter. C'est, comme je dis souvent, très important de venir en amont le plus rapidement possible me contacter s'ils pensent qu'il y a un problème. Je le vois encore cette semaine. Quelqu'un m'a été adressé que elle ne comprenait pas l'hébreu. Vous savez, souvent les Olim, et bien qu'ils sont souvent en Israël, longtemps en Israël, ne parlent pas hébreu ou ne lisent pas l'hébreu. Et les banques n'ont pas encore fait en français leur compte. Et donc, les gens font confiance et ne regardent pas tout ce qui se passe chaque jour. Je le dis et je le redis ici, il faut absolument que les gens regardent chaque jour qu'est-ce qui se passe sur leur compte et sur leur carte de crédit. Maintenant, en ce qui concerne cette dame-là, elle avait une banquière qui était francophone. Et donc, elle avait entièrement confiance à elle, qui était très gentille d'ailleurs. Et elle lui disait, tout va bien sur ton compte. Bon.
Et elle, donc, elle vivait normalement, c'est-à-dire, elle recevait de France ses retraites, qui, elle pensait, couvrait ses dépenses ici, de location. Elle vivait seule, elle vit toujours seule, et donc, elle pensait que ça allait. Et puis, tout d'un coup, elle reçoit une lettre d'une banque ou un téléphone, la banquière a changé en disant, ah là là, tu as maintenant dépassé ton découvert qu'on t'avait permis de 10 000 shekels, c'est arrivé à 13 000 shekels, on te permettra pas une autre carte, et commencer les menaces et des choses comme ça. Et elle est tombée des nues parce qu'elle pensait qu'elle était en règle. Et en plus de ça, que j'ai étudié les comptes, j'ai vu deux choses. D'abord, j'ai compris plus ou moins comment c'est arrivé à ce découvert. Vous savez, ces 1000 shekels, ça se rajoute des fois par mois. Il y a des raisons qui se trouvent. Et en vérité, elle aurait géré d'une autre façon ses dépenses, elle n'aurait pas eu ce problème. Deuxièmement, j'ai vu 3 opérations très bizarres qui ont été faites par la banquière sur son compte. C'était pas des grosses sommes, et c'était des choses qui étaient pas normales. Elle recevait des retraites de fonds, donc elle fait d'échanges. Elle changeait de shekel de euros en shekel, pardon. Tout d'un coup, une des fois, on lui rachetait des euros. Alors qu'elle va jamais en France. À mon avis, c'était une erreur de la banque. J'ai vu 2 ou 3 choses, je sais pas ce qui s'est passé. Il y avait des erreurs, il y avait des sommes qui étaient prélevées sur son compte. Il y a eu indûment. Et c'est pour ça qu'il faut vérifier tout ce qui se passe. Et ils savent d'ailleurs, les banquiers. Il faut que vous compreniez, comment dire, on peut pas faire de généralité. Il y a des gens qui sont très bien comme banquiers, je veux pas dire ça. Il y a des fois des gens il faut vérifier. Mais vous devez vérifier de votre part. Et il faut savoir que de toute façon, les banques ont intérêt à ce que vous soyez en découvert, parce que là-dessus, 15-17%, vous devez prendre ça en compte, et souvent, il peut y avoir en face de vous un système qui est déshumanisé, et donc c'est pour ça que le plus vite possible, vous avez le moins de doute. Quel est le problème? Vous m'envoyez vos feuilles de compte, immédiatement je vous dis s'il y a un problème ou pas, et ça peut vous résoudre des problèmes. Merveilleux, Daniel. Merci beaucoup. Bon, en tout cas, merci d'avoir été avec nous ce matin. On se retrouve jeudi prochain. Voilà, on vous souhaite une excellente semaine. À vous aussi. À bientôt. Merci, au revoir.